Dans les contreforts isolés des montagnes Blue Ridge, là où la nature sauvage rencontre la solitude, Jaime Carter s'était construit une nouvelle vie. Ancienne avocate d'affaires de 42 ans, originaire de Charlotte, elle avait tourné le dos à sa carrière pour réaliser son rêve de devenir photographe animalière, dans l'ancienne cabane de sa grand-mère. Le chalet rénové se trouvait sur un terrain boisé de 8 hectares, loin des voisins, des villes et du bruit. Jaime y avait trouvé la paix. Son quotidien suivait un rythme précis. Lever avec le soleil, un café bien fort sur la véranda qui entourait la maison, et son appareil photo toujours à portée de main. De cette routine étaient déjà nés 2 recueils photographiques à succès, un 3e était en préparation. Par un frais matin d'octobre, alors que les forêts flambaient de couleurs automnales, Jaime aperçut pour la première fois le lynx roux. L'animal farouche se tenait au bord de la clairière, son pelage tacheté presque invisible parmi les feuilles tombantes. Jaime ne bougea pas, tendit lentement la main vers son appareil et prit quelques clichés. Le moment ne dura que quelques secondes, mais quelque chose changea. Dans les jours qui suivirent, le lynx réapparut régulièrement, toujours à l'aube, toujours prudent, mais jamais par hasard. Jaime observa des habitudes, l'endroit où il surgissait, la manière dont il humait l'air, sa réaction au moindre son. Elle se mit à lui parler à voix basse, l'appelant « belle fille ». Elle supposait qu'il s'agissait d'une femelle. L'animal était maigre. L'hiver qui approchait s'annonçait rude. Contre les recommandations habituelles, Jaime commença à déposer de petites portions de poulet cru à la lisière de la clairière, assez loin pour ne pas l'effaroucher, mais assez près pour l'observer. Après quelques jours, le moment arriva. Le lynx s'approcha prudemment de l'assiette, huma, puis mangea. Jaime murmura « juste un petit coup de pouce pour passer l'hiver ». Dès lors, le nourrissage s'intégra à sa routine. Jamais trop souvent, juste ce qu'il fallait pour aider. Elle se renseigna sérieusement, consulta le docteur Eleanor Martin, biologiste spécialisé dans la faune, qui lui conseilla de nourrir avec parcimonie et irrégularité et de ne jamais chercher un contact direct. Jaime suivit ses conseils à la lettre. Leur relation restait silencieuse, respectueuse, marquée par la distance. L'hiver apporta des changements. Le lynx apparut plus fréquemment, resta plus longtemps. Jaime le vit une fois s'attarder au soleil après avoir mangé. Une autre fois, il ne s'éloigna pas tout de suite lorsqu'elle sortit sur la véranda. Lors d'une conversation avec sa sœur Kate, elle dit « Peut-être qu'on devient amis, ou plutôt, on coexiste. » Kate rit. « Les autres ont des chats. Toi, tu nourris un lynx. » Jaime ne lui avait jamais donné de nom. Cela aurait signifié quelque chose qu'elle préférait éviter. Et pourtant, elle murmura « Je crois qu'elle est mère. » Jaime avait vu des traces dans la neige, une grande, accompagnée de plus petites. Elle n'avait jamais aperçu le petit, mais l'idée ne la quittait plus. L'inquiétude grandit avec la neige. Jaime construisit un simple abri à la lisière de la forêt pour protéger la nourriture des intempéries. En janvier, une tempête d'une rare violence s'abattit, plus de 60 centimètres de neige fraîche, un vent glacial. Jaime resta coincé 3 jours. Elle chauffait la cabane, pensait à la mère lynx, se demandait ce qu'il était advenu du petit. Lorsque la tempête se calma enfin, elle trouva de nouvelles traces. Mais elles étaient irrégulières. Une seule série d'empreintes. Aucun signe du petit. Le lendemain matin, un bruit à la porte. Jaime se figea. C'était un grattement. Ni le vent, ni un cri d'animal. Elle regarda prudemment dehors et la vit. La mère lynx, sur la véranda. À ses pattes, une petite boule de poils blessé. Un chaton, inerte, couvert de glace et de neige. Jaime retint son souffle. L'animal la regarda, d'un regard qu'elle n'oublierait jamais. Puis elle recula de quelques pas, abandonna son petit. Une supplique silencieuse et désespérée. Et Jaime comprit. Tout allait changer. Le cœur battant, elle ouvrit lentement la porte. Le chaton gisait sur la véranda en bois, à peine plus grand qu'un chausson. Sa respiration était faible, une patte arrière tordue dans un angle anormal. Les yeux clos, son pelage collé et humide. La mère restait immobile, les oreilles dressées, à la lisière de la clairière. Jaime parla doucement, calmement, et chercha la serviette qu'elle gardait toujours pour les urgences. Elle s'agenouilla lentement et souleva délicatement le petit. Il ne réagit pas. La mère lynx grogna doucement,
mais ne fit aucun geste agressif. Au contraire, elle ne recula pas. À l'intérieur, Jaime enveloppa le chaton dans la serviette, le réchauffa, puis appela le docteur Martin. Le biologiste était stupéfait. Un animal sauvage qui sollicitait activement l'aide humaine, c'était sans précédent. Mais il n'avait pas le temps pour des théories. Le centre de réhabilitation le plus proche se trouvait à 3 heures de route. Les routes étaient à peine praticables. Jaime n'hésita pas. Avec la petite caisse de transport et une couverture thermique, elle prit la route, affrontant neige et glace, avec une petite vie sur le siège passager qui lui avait été confié. Et pendant qu'elle conduisait, elle murmura « Je vais te ramener, je te le promets ». Le trajet à travers les montagnes enneigées dura près de 4 heures. Jaime s'acharnait à rester sur la route, tandis que le chaton blessé était recroquevillé dans la caisse à côté d'elle. À chaque virage, elle jetait un regard vers lui, guettant un signe de vie. « Reste avec moi, petit », murmurait-elle encore et encore, comme si sa voix pouvait le maintenir éveillé. Les conditions de circulation étaient épouvantables, mais l'idée de faire demi-tour ne lui effleura pas l'esprit. Sa décision était prise. Elle aiderait, quoi qu'il en coûte. Lorsqu'elle atteignit enfin le centre de réhabilitation de la faune de Blue Ridge, l'équipe était déjà prête. Le docteur Whitaker, vétérinaire spécialisé en faune sauvage, prit immédiatement en charge le petit et l'amena d'urgence en salle d'examen. Jaime resta dans la salle d'attente, arpentant nerveusement le sol. Les minutes s'étirèrent jusqu'à ce que le docteur Whitaker revienne enfin. C'est un mâle, environ 5 mois, avec une fracture ouverte à la patte arrière droite, expliqua-t-il calmement. Il montre aussi des signes d'hypothermie et de malnutrition. Mais son cœur bat fort. Je pense qu'on peut le stabiliser. Un flot de soulagement traversa Jaime. Elle s'affaissa sur une chaise et cacha son visage dans ses mains. Le petit avait survécu, du moins pour l'instant. « Combien de temps doit-il rester ?» demanda-t-elle enfin. « Au moins 2 semaines sous observation. Ensuite, nous verrons. » Jaime acquiesça. C'était un début. Elle passa la nuit dans un motel voisin et appela sa sœur dans la soirée. Kate était stupéfaite. « Tu veux dire qu'un lynx sauvage t'a apporté son petit? On dirait un film Disney, pas la vraie vie. » Jaime rit doucement, épuisé. « Je sais, mais c'est vraiment arrivé, et je crois qu'elle savait qu'elle pouvait me faire confiance. » Au cours des semaines suivantes, Jaime fit régulièrement l'aller-retour entre sa cabane et le centre. Les trajets étaient longs, mais chaque visite à Milo, c'est ainsi qu'elle appelait désormais le chaton, lui redonnait de l'énergie. Milo récupérait bien. Sa patte avait été immobilisée, son régime alimentaire adapté. Grâce aux soins attentifs du centre, il prenait du poids. Mais les vétérinaires restaient préoccupés. Malgré tous leurs efforts, Milo montrait peu de crainte envers les humains. Un problème si une réintroduction dans la nature devait être envisagée. Le docteur Whitaker expliqua. Il a eu beaucoup de contacts humains à un moment clé de son développement. Même si son corps guérit, rien ne garantit qu'il redeviendra assez sauvage pour survivre dehors. Jaime pensait à la mère qui revenait presque chaque soir. Elle l'apercevait souvent à la lisière de la clairière, fixant silencieusement la cabane. Jamais plus proche, jamais disparu. « Elle attend », murmura Jaime un soir. Elle sait qu'il était là. En elle grandissait une résolution. Si Milo ne pouvait plus être relâché, elle s'en occuperait. Le centre proposait un programme spécial de réhabilitation à domicile pour les animaux sauvages non relâchables, sous conditions strictes. Jaime commença à se renseigner, suivit les premières informations et déposa une demande. Ce n'était pas une décision facile, mais elle avait fait une promesse à cet animal. Alors que Milo continuait à se remettre et que sa mobilité revenait peu à peu, la question restait en suspens. Son comportement évoluerait-il? Réapprendrait-il à se méfier des humains? Ou bien la frontière entre nature sauvage et familiarité avait-elle déjà été franchie? Mi-février, il recommença à poser sa patte, ne boitait presque plus. Le docteur Whitaker l'observait attentivement. Les prochaines semaines détermineront s'il peut retourner à la vie sauvage. Pour Jaime, chaque visite était douce, amère. Elle espérait que Milo puisse retrouver sa liberté, mais une part d'elle ne voulait plus jamais le laisser partir. Dans les instants de silence, quand il trônait sur un rocher, ses oreilles touffues dressées, les yeux posés sur elle, elle savait, quelle que soit l'issue, sa vie avait changé à jamais.
Et là, dans un petit enclos rempli d'espoir et de doute, un nouveau chapitre s'écrivait entre l'humain et l'animal. Avec l'arrivée du printemps, le projet de Jaime entra dans une phase décisive. Milo s'était bien remis physiquement, sa patte était totalement guérie, et seul un léger boitement à peine visible rappelait encore la grave blessure. Mais sa familiarité avec les humains persistait, et chaque semaine passée au centre de réhabilitation renforçait la certitude. Milo ne pourrait pas retourner à la vie sauvage. Début mars, Jaime reçut l'appel tant attendu. Le docteur Martin et le docteur Whittaker avaient consulté 3 autres spécialistes. Le verdict était clair. Le comportement de Milo montrait une trop forte empreinte humaine. Une réintroduction dans la nature comporterait de sérieux risques. Nous avons contacté plusieurs réserves naturelles adaptées, expliqua le docteur Martin. Mais nous avons également étudié votre candidature au programme de réhabilitation à domicile. Et à une condition, nous souhaitons vous confier la garde de Milo. Jaime retint son souffle. Des semaines durant, elle avait travaillé pour ce moment, suivi des formations, obtenu des autorisations, élaboré un plan d'enclos. « Quelles conditions ?» demanda-t-elle doucement. « Vous devez terminer entièrement le programme de certification avancée et aménager l'enclos selon les normes requises. Nous viendrons l'inspecter personnellement. » Elle n'avait pas le choix. Jaime se lança à corps perdu dans le travail. Elle se plongea dans l'étude du comportement du lynx roux, de son alimentation, des méthodes d'enrichissement et de soins vétérinaires. En parallèle, elle supervisa la construction de l'enclos, un vaste espace clôturé avec des structures naturelles. Troncs pour grimper, rochers, un ruisseau artificiel, des buissons denses pour se cacher. Tout était conçu pour offrir à Milo un environnement aussi naturel que possible. Dans le même temps, la mère lynx continuait ses visites, plus quotidiennes mais régulières. Jaime l'apercevait souvent au crépuscule, immobile à la lisière de la clairière, observant silencieusement la maison. Parfois, Jaime lui parlait doucement, des mots murmurés rien que pour elle. « Il est vivant, il va bien, je veille sur lui. » Si la sauvage comprenait le sens de ces mots, nul ne le savait, mais elle ne partait pas, et cela suffisait à Jaime. Fin avril, alors que le laurier de montagne commençait à fleurir, l'enclos fut achevé. Jaime informa le centre. 2 jours plus tard, le docteur Whittaker vint en personne inspecter l'installation, évaluant la sécurité, l'aménagement, les refuges. Il hocha finalement la tête, satisfait. « C'est prêt. » Le lendemain matin, Jaime se rendit au centre, cette fois non comme visiteuse, mais pour ramener Milo à la maison. Il avait désormais presque 8 mois. Son pelage était plus dense, son regard plus assuré. Il fut transporté dans une caisse spécialement rembourrée, placée dans le coffre. Jaime lui parlait doucement durant le trajet, comme toujours. « Tu rentres à la maison. Ce n'est pas tout à fait ce que j'avais promis, mais c'est un lieu sûr, mon petit. » À leur arrivée, le docteur Whittaker l'accompagna. Jaime resta en retrait, observant alors qu'il ouvrait la caisse. Milo resta calme au début, renifla, puis sortit prudemment la tête. Le nouvel environnement ne semblait pas l'effrayer. Curieux mais prudent, il sortit de la caisse, fit le tour des rochers, explora les lieux. Le ruisseau attira particulièrement son attention. Jaime retint son souffle. Le docteur Whittaker sourit. Il l'accepte. C'est un très bon signe. Les jours suivants, Jaime observe Milo avec un espoir grandissant. Elle le nourrissait via un système automatique, lui parlait peu, gardait ses distances. Tout était fait pour éviter toute imprégnation supplémentaire. Pourtant, dans les instants de calme, lorsqu'elle le voyait somnoler au soleil ou entendait son léger miaulement dans la nuit, elle sentait plus que jamais le lien qui les unissait. Ce n'était pas une relation ordinaire. C'était un lien né d'un profond acte de confiance. Presque une semaine après le retour de Milo, ce que Jaime espérait secrètement se produisit. Au crépuscule, elle aperçut un mouvement à la lisière de la clairière. La mère lynx était revenue. Mais cette fois, elle ne s'arrêta pas. Lentement, elle s'approcha de l'enclos, en fit le tour, puis s'assit juste devant le grillage. Milo, perché sur une branche, la remarqua. Les 2 animaux se figèrent. Quelques secondes passèrent, puis la mère s'assit et Milo descendit lentement, jusqu'à ce que leurs regards se croisent. Les larmes montèrent aux yeux de Jaime. Ce n'était pas le retour à la vie sauvage, pas la promesse qu'elle avait faite un jour, mais c'était autre chose.
des retrouvailles silencieuses qui prouvaient que le lien n'était pas rompu, pas entièrement. L'été s'installa avec chaleur sur les montagnes Blue Ridge, apportant avec lui une nouvelle routine pour Jaime et Milo. Le jeune lynx roux s'était pleinement habitué à son nouvel environnement. Sa démarche était assurée, son ancien boitement presque imperceptible, et son pelage brillait sous la lumière dorée du soir. La structure de l'enclos s'avérait idéale. Milo bondissait avec élégance de branche en branche, se dissimulait dans les buissons touffus et se rafraîchissait, les jours de grande chaleur, dans le ruisseau artificiel. Pour un observateur, l'endroit évoquait presque un habitat naturel. La mère lynx se faisait plus rare, sans jamais disparaître complètement. Parfois, elle apparaissait quelques minutes au bord de l'enclos, parfois, elle restait des heures. Un accord silencieux semblait s'être établi entre elle et Milo. Ils communiquaient sans bruit, sans geste, seulement par le regard. Un jour, ils se faisaient face de part et d'autre du grillage, dans une posture identique, comme s'ils étaient le reflet l'un de l'autre. Jaime observait ces scènes avec une forme de révérence. Ce n'étaient pas les retrouvailles dont elle avait rêvé, mais c'était suffisant. Mi-juin, Milo atteignit sa taille adulte. Son pelage s'était intensifié, son regard était clair, sûr de lui. Les vétérinaires du centre confirmèrent qu'il était en excellente santé. Jaime envoyait régulièrement des rapports et des photos, documentant son comportement, ses habitudes alimentaires, ses réactions aux stimuli extérieurs. Elle avait terminé les certifications avancées et s'était pleinement investie dans son nouveau rôle, non comme propriétaire, mais comme gardienne. Au cœur de l'été, les visites de la mère s'espacèrent davantage. Jaime savait que c'était conforme au comportement naturel. Les jeunes lynx roux quittent leur mère entre 9 et 12 mois. Le lien se défait, doucement, mais irréversiblement. Pourtant, les caméras de surveillance installées aux abords de la propriété montraient encore parfois la mère, patrouillant au loin, s'arrêtant à des endroits familiers. Elle était toujours là, non plus comme mère, mais comme veilleuse, peut-être même comme témoin. Un matin, près d'un an après cette rencontre décisive sur le perron, Jaime était assise sur sa balançoire, une tasse de café à la main. Le soleil montait lentement au-dessus des collines, baignant la forêt d'une lumière dorée. Milo reposait à l'ombre d'un rocher. Soudain, elle entendit un léger bruissement. À la lisière de la clairière, la mère lynx apparut, pour la première fois depuis des semaines. Elle s'arrêta, regarda l'enclos, puis Jaime. Un instant, leurs regards se croisèrent. Aucun signe de fuite, aucun grognement, juste un constat silencieux. Puis elle tourna les talons et disparut dans les arbres. Jaime sourit. C'était un adieu, non pas une séparation, mais une reconnaissance. La sauvage avait fait l'impensable. Elle avait accordé sa confiance à un humain. Et cet humain l'avait honoré. Milo vivait. Pas libre, pas sauvage, mais en sécurité, en bonne santé et encore lié quelque part à ses origines. Jaime avait tenu sa promesse, même si elle avait pris une forme inattendue. Le 3e livre photo de Jaime fut publié à l'automne. Il s'intitulait « Ligne frontière » et explorait les passages invisibles entre la nature et l'humain. La série centrale montrait Milo dans son enclos, sa mère au loin, leurs regards, leurs reflets. Les images touchèrent des milliers de personnes. Les critiques parlèrent d'une force calme et profonde, émanant de chaque cliché. Une histoire sans mots, juste lumière, regard et confiance. Dans la postface, Jaime écrivit « Ce n'est pas une histoire parfaite, c'est une histoire vraie. Elle parle de choix, de frontières, de rapprochement et de perte. Et du fait que parfois, on fait ce qu'il faut sans savoir vraiment ce qui est juste. » Un an plus tard, Milo vivait toujours sous la garde de Jaime. Il avait mûri, s'était apaisé, devenu plus autonome. Les visites de sa mère cessèrent complètement, ou devinrent si rares que même les caméras ne les captèrent plus. Mais Jaime savait, ce lien n'était pas rompu. Il s'était transformé. D'une protection immédiate était née une présence discrète. Parfois, lorsque le vent soufflait dans les pins, la nuit, Jaime croyait entendre un froissement au loin. Et alors elle murmurait, pour elle seule, « Il est entre de bonnes mains. Et toi aussi. » Dans cette cabane isolée, entre passé et présent, entre forêt et clairière, une histoire continuait de vivre, en silence, mais inoubliée.